Monsieur le maire, cher Jérôme, chers amis, je salue d'un mot et d'une seule phrase l'ensemble des personnalités ici rassemblées. C'est ici, dans cette Charente, qu'il aimait tant, que François Mitterrand a commencé à se passionner pour l'histoire de France. On ne peut rien faire sans la France si on ne l'aime pas, disait François Mitterrand. La France, il l'aimait. Il aimait sa longue histoire et sa culture. Il aimait et défendait, disait-il, les grandes idées qui avaient soulevé le monde. Il ne voulait pas la France livrée aux clans et aux déchirures. Il la voulait unie. À l'opposé de ceux qui attisent les peurs, il en appelait toujours à la part noble, à la part fraternelle, à la part courageuse que le peuple français porte en lui. Il rappelait sans cesse que la France n'est jamais aussi grande, entretenue, respectée, que lorsqu'elle porte un message universel et y conforme ses actes. De nouvelles dominations, disait-il aussi, se substituent à celles qu'on a détruites. Et c'est pourquoi il faut à chaque époque chercher à nouveau comment tenir la promesse républicaine fondatrice de liberté, d'égalité et de fraternité. Le combat change de forme, mais pas de sens, nous expliquait-il. C'est ainsi que François Mitterrand n'a jamais sous-estimé l'acharnement des intérêts financiers coalisés. Nous sommes plusieurs ici à nous souvenir de ce message prémonitoire qu'il nous adressait lors du dernier Conseil des ministres de 1993. Ils s'en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale, car ceux, disait-il, qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus, et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. Vous vous battrez le dos au mur, avait-il dit à son gouvernement. Il savait la rudesse de ce combat permanent. Le courage, courage dans la résistance, courage dans le combat politique, courage face à la maladie, courage face aux calomnies d'une violence extrême qui pourtant ne l'ont pas fait dévier de la ligne qu'il s'était fixée. Alors qu'il maîtrisait parfaitement l'art de la langue française et qu'il avait le trait parfois féroce, il s'est toujours refusé au relâchement du langage et aux attaques personnelles. En un mot, il avait de la tenue dans le combat politique. L'époque, hélas, s'est bien dégradée, même sur ce plan-là. Dans les épreuves décisives, disait-il, on ne franchit l'obstacle que de face. Certains, même parmi ses adversaires, saluent le stratège. Certes, si la politique est aussi un art d'exécution, il possédait ce talent-là au plus haut point. Mais l'essentiel est au-dessus, dans la constance de conviction dont il a toujours tenu le cap, car pour les plus importantes d'entre elles, elles ont été très tôt forgées dès la guerre. Je ne me sentais pas né, a-t-il écrit, pour vivre citoyen d'un peuple humilié. Là où s'enracine également son idéal européen, et dès les camps de prisonniers où il disait avoir vécu les moments les plus forts de fraternité. Il fut, et dans le contexte d'aujourd'hui d'un État si loin d'être irréprochable, cela mérite tout particulièrement d'être rappelé, il fut l'artisan d'une extension sans précédent des libertés publiques, le défenseur sourcilleux de l'équilibre de nos institutions et de la séparation des pouvoirs, le garant intraitable de la liberté d'expression et le gardien de l'état de droit. Robert Badinter s'en souvient mieux que quiconque. Il a, avec Pierre Mauroy et Gaston Defferre, accompli la grande réforme de la décentralisation dont la droite prend aujourd'hui le contre-pied pour mettre au pas les collectivités territoriales que François Mitterrand avait libérées pour rapprocher le pouvoir des citoyens. Il avait une profonde compréhension des jeunes et de leur capacité de révolte. Il n'aurait pas moqué les jeunes qui manifestent contre les réformes injustes. Lui qui, en mai 68, déclare à l'Assemblée nationale « La jeunesse n'a pas toujours raison,
mais le pouvoir qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Amoureux des livres, familier des libraires, il a aussi soutenu toutes les formes de création contemporaine et populaire, du spectacle vivant à la fête de la musique, inventée par Jack Lang. Épris du riche patrimoine français et infiniment sensible à la beauté des églises romanes que notre région Poitou-Charentes compte en nombre, il eut aussi l'audace de gestes architecturaux à la pointe de la modernité qui ont redessiné la capitale, n'est-ce pas Bertrand? Pyramide du Louvre, Grande Arche de la Défense, grande bibliothèque qui porte aujourd'hui son nom, et l'Opéra Bastille que vous avez présidé, Pierre Berger. Mais ici, si je parle des grands travaux, c'est parce que nous lui devons l'inscription du Marais Poitevin au nombre des grands travaux présidentiels. C'était le seul projet rural retenu à ce titre. Ce fut pour nous un soutien décisif pour la sauvegarde et le développement de notre Venise verte, que menaçait un tracé d'autoroute brutal pour cet écosystème fragile et unique. Nous nous souvenons de ce mois de février 1992 où il est venu ici lancer les grands travaux sur le petit port maraîchin d'Arcé dans ma circonscription des Deux-Sèvres. Il avait merveilleusement évoqué ce marais mouillé qu'il connaissait bien, les lentilles d'eau qui se referment dans les conches après le lent passage des bateaux, la terre et l'eau qui se confondent, les vaches maraîchines transportées dans les plattes, la merveilleuse, disait-il, interpénétration entre la force et la richesse de la nature, l'imagination et le rêve de l'homme. On y éprouve, avait-il dit dans cette phrase magnifique, une sorte de sentiment d'éternité dans la beauté. François Mitterrand fut aussi visionnaire, et notamment dans un domaine d'actualité brûlante, l'Europe. On sait avec quelle détermination inflexible il a relancé la construction de cette Europe qu'il avait trouvée moribonde. Jamais il n'a voulu qu'elle se limite à un grand marché libre échangiste. L'Europe, disait-il, n'est pas une manufacture. Il voulait non seulement une union monétaire, mais aussi une union économique capable d'investissement à long terme pour préparer l'avenir ensemble. Il a inlassablement plaidé pour une Europe sociale. Faute de quoi, écrivait-il, les travailleurs d'Europe détourneront la tête et ces regards absents livreront la communauté à la solitude des mourants. Il voulait une Europe démocratique qui ne reste pas le monopole d'une élite technocratique, écrivait-il. Une Europe politique capable de tenir son rang, de protéger les siens, de peser dans un monde voué à devenir multipolaire. Une Europe aussi capable d'assurer collectivement sa défense. Il disait que l'Europe n'est pas l'ennemi des patries et voulait une France forte dans une Europe forte. Il avait annoncé ce qu'il en coûterait de tarder et de tergiverser. Le rêve des nationalismes haineux et des xénophobies, écrivait-il. À voir ce qu'il en est de l'Europe d'aujourd'hui, comment ne pas être frappé par la lucidité et la force des avertissements de François Mitterrand. C'est un appel pressant pour agir avant qu'il ne soit trop tard, comme l'a souvent rappelé Hubert Védrine. Enraciné dans ces lieux, Jarnac et la Charente, dont il disait combien les paysages et les traditions l'avaient façonné, François Mitterrand était en même temps habité par une ample vision du monde. Sa pensée et son action articulaient avec aisance ces deux dimensions. Il avait le sens du temps long, des lenteurs de l'histoire, et tout autant celui des accélérations et du moment à empoigner, comme il le disait, pour infléchir le cours des choses. On est dupé de son enfance, et mon enfance, c'est la Charente, écrit-il dans le très beau texte que nous vous avons offert en souvenir de cette journée. C'est d'abord cette ville de Jarnac, dont il aimait qu'elle cultivât
le respect de soi et celui des autres, mêlant comme un trait de civilisation locale qu'il appréciait l'art et la bonne distance et la solidité de liens que ne rompent pas les désaccords passagers. Merci à vous, François Mitterrand, de nous unir ici et maintenant.